Nous sommes très heureux de vous accueillir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Le Yaouang, le directeur général de la Chambre. Et ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Actis, président du groupe GR International. Et je voudrais juste dire que GR est membre depuis plus de 30 ans de la Chambre. Donc, félicitations et merci pour cette confiance. Il y a également avec moi Véronique Moreau, qui travaille avec Stéphane. Et puis Anne-Hélène Skornek qui, en freelance, développe pour des entreprises qui arrivent sur le marché français leurs ressources humaines. Voilà. Et puis, donc, très heureuse de vous accueillir. Donc, ce matin, en fait, on va parler d'un sujet qui est très important pour les entreprises et de plus en plus, ce sont les enjeux du recrutement. Rémunération, motivation et s'il y a une nouvelle donne dans la recherche d'emploi, mais je pense aussi qu'on ira au-delà de ça. Et n'hésitez pas à poser des questions à Stéphane sur le recrutement des nouveaux talents, comment ça se passe aujourd'hui, comment on les identifie. Donc, Stéphane, merci d'être là ce matin. Et puis, je te passe la parole. Super. C'est un sujet qui est assez vaste, hein, les enjeux du recrutement, ça veut tout et rien dire, ça veut dire beaucoup de choses. Ce qui est certain, c'est que cette dernière année 2021 et 2020 ont été assez marquantes dans les changements de fonctionnement au sein des entreprises. Donc un marché qui a été extrêmement mouvant. Le Covid a beaucoup perturbé les choses et a perturbé la façon de travailler, ce qui est, je dirais, la base un petit peu des tendances qu'on observe aujourd'hui. Je dirais il y a plusieurs choses qui changent aujourd'hui fortement. C'est que déjà, les habitudes de travail ne sont pas les mêmes, ce qui veut dire que forcément, les motivations ne sont pas les mêmes non plus. Il y a une partie visio, une partie régionale, une partie déplacement. Tout ça a été beaucoup perturbé ces 2 dernières années et on le voit aujourd'hui. On n'a qu'à voir aujourd'hui sur une réunion de 40 personnes, on est 4 autour d'une table et 35 autour d'une vidéo. Donc, c'est des choses qu'on n'observait pas autant auparavant et ça influe sur le comportement des salariés et des dirigeants d'entreprise. Ce qui est sûr, c'est que tout ça a donné beaucoup de troubles sur le marché du recrutement et a beaucoup complexifié et changé la façon de recruter et la façon de chercher un boulot, je dirais aujourd'hui. Auparavant, je disais, on pouvait mettre une annonce online et avoir un certain nombre de personnes qui postulaient pour une offre, quel que soit le type d'emploi, que ce soit des emplois d'assistanat, des emplois de comptabilité, des emplois de middle management, etc. Il y avait quand même beaucoup de réponses, il y avait beaucoup de personnes qui postulaient et qui s'intéressaient au job. Aujourd'hui, quand vous mettez une annonce, vous divisez le nombre de réponses à ce genre d'annonce par 3, voire par 4, voire par 5 selon les sujets. Ce qui veut dire que si vous voulez faire un travail qualitatif de recherche de talent, l'annonce donne un peu de visibilité aux sociétés qui les mettent en avant, mais le sujet est d'aller chercher les candidats beaucoup plus qu'avant et d'aller les chasser, quel que soit le type de job. Et nous, on le voit avec nos clients qui sont aussi bien des cabinets d'avocats, des banques d'affaires, des sociétés internationales dans différents secteurs industriels ou autres. Et ce qu'on leur explique, c'est qu'aujourd'hui, pour vraiment chercher quelqu'un, on va le chasser. Et pour un niveau d'assistanat, de secrétaire de direction, comme pour un niveau de directeur commercial ou de DRH. Il y a peu de lien entre une annonce que l'on va publier et le nombre de personnes qui va postuler. Le taux, pour nous en tout cas, de satisfaction, il est inférieur à 5%. Donc, c'est extrêmement faible. Et on a des équipes qui, de plus en plus, postent des annonces pour être vues, mais ne s'en répondent, bien entendu, à tous les candidats qui postulent. Mais sur les candidats, le taux alors le mot est un peu fort, mais le taux de non-adéquation avec le poste est extrêmement élevé. Et ça, c'est une tendance qu'on voit beaucoup ces derniers temps. Pourquoi? Parce que le marché est extrêmement tendu. Beaucoup de personnes ne sont pas forcément actives en recherche. L'insécurité dans laquelle on est aujourd'hui via le Covid, qui a provoqué un petit peu tout ça, avec des arrêts, je dirais,
des arrêts de contrat de travail, des CDD auxquels on a mis fin, des missions avec des périodes d'essai qui ont été arrêtées, etc., ont tendu un petit peu les gens à vouloir changer et se dire si on change maintenant, c'est dangereux parce que si notre nouvel employeur n'est pas content de nous ou n'a pas le temps de juger notre qualité, il va arrêter notre période d'essai, il va arrêter notre CDD ou il va mettre fin en tout cas à tout contrat avec nous, ce qui rend qui donne un peu plus de tension sur le marché. Ça, c'était un point important. Le deuxième point, je dirais, c'est qu'il est très difficile depuis 2 ans de tester les candidats parce que tout se fait en mode, je dirais, remote, en mode visio, en mode distance, avec une grosse part des entreprises où les salariés ne sont toujours pas revenus au sein de leurs entreprises, en tout cas pas totalement. Il va y avoir parfois, c'est une journée par semaine, parfois 2, parfois moins. Et il est extrêmement dur pour les personnes qui viennent de commencer un travail de pouvoir travailler avec leur manager de manière visuelle et de manière, je dirais, proche, de pouvoir échanger avec le reste des équipes. Et quand on connaît le rôle social au sein d'une entreprise, c'est délicat de bien commencer dans une société et de pouvoir être vu, voir, échanger, partager et du coup s'intégrer dans une entreprise. Ce qui a 2 problématiques, c'est on peut être mal jugé par son management ou par ses collègues parce que finalement, on ne les connaît pas vraiment. Donc, la moindre erreur, elle est, je dirais, assez fatale parce qu'on vous pardonne beaucoup moins de choses. Et puis, il n'y a aucun lien qui s'établit de lien social ou bien de proximité qui permet d'avoir des infos, qui permet de bien s'intégrer, qui permet d'échanger, qui permet de comprendre un peu mieux le fonctionnement de l'entreprise. Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui où les personnes ont un peu de mal à s'intégrer et il faut les accompagner. Et notamment pendant cette période d'essai qui est la période charnière aujourd'hui pour commencer dans une entreprise. Ça, c'est un peu je dirais, le marché au niveau global. Après, si on parle de motivation à intégrer une entreprise, de motivation à y rester, parce que les 2 points sont importants, aujourd'hui, elles ne sont pas du tout les mêmes qu'elles étaient il y a quelques temps, en tout cas il y a, je dirais, 2 ans, voire 3 ans. On regardait avant beaucoup le niveau de salaire et le niveau de rémunération. Aujourd'hui, c'est un facteur, mais un facteur parmi d'autres, sachant que les facteurs, je dirais, plus sociaux, d'équilibre de vie, de distance avec le travail, de télétravail, etc., sont beaucoup plus importants qu'auparavant. Nous, on le voit je dirais, on reçoit quand même énormément de candidats chez nous au sein de nos bureaux ou en visio. Les questions qui se posent assez rapidement lors d'un entretien sont combien de jours de télétravail dans cette entreprise? C'est presque la question numéro 1, mais est-ce qu'il y a du télétravail dans cette entreprise et à hauteur de combien de temps? Ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes parce qu'on en parle à l'instant, pour une bonne intégration, etc., ce n'est pas facile. Donc, les entreprises doivent remanier leur façon de penser aussi et intégrer différemment les personnes et réfléchir différemment à la façon dont elles vont embaucher des personnes aujourd'hui. Il y a toujours après d'autres questions, bien sûr, de rémunération qui sont importantes, les questions, je dirais, classiques que l'on a dans une recherche d'emploi. Mais cette partie distancielle, télétravail et équilibre vie personnelle et vie professionnelle a pris beaucoup, beaucoup plus de place qu'auparavant. Et ça, c'est un point sur lequel il faut être extrêmement attentif, tant dans les entreprises qu'au niveau je dirais, d'une personne qui recherche un emploi. Et les entreprises doivent s'y adapter. On le voit beaucoup dernièrement. Les entreprises qui étaient plutôt, alors je parle plutôt de sociétés de services, cabinets d'avocats, banques d'affaires, avec lesquelles on travaille beaucoup, qui étaient particulièrement contre cet aspect télétravail, travail à distance. Les gros cabinets parisiens ont dû s'y habituer et ont dû intégrer ce facteur-là dans leur façon de travailler en proposant à leurs salariés, soit existants ou nouveaux salariés, pour les attirer dans leurs entreprises, plus d'avantages ou plus de flexibilité qu'auparavant. Ça, on le voit, c'est même des facteurs qui sont aujourd'hui bloquants. Si vous ne vous habituez pas vos candidats et vous ne donnez pas un peu plus de liberté à la façon de travailler. Ça, c'est extrêmement important. L'autre point, je dirais, c'est aussi, parce qu'on parle de marché du travail. Le marché du travail, c'est embaucher de nouveaux collaborateurs, mais c'est aussi faire évoluer les collaborateurs en interne et les faire rester au sein de votre société. Ce qui est aussi très délicat, parce qu'aujourd'hui, faire rester un collaborateur qui est chassé tous les jours, parce qu'il y a une demande très forte sur le marché de l'emploi, il y a une vraie pénurie de profils aujourd'hui.
quels que soient les types de métiers. On le voit sur les métiers de finance où il y a un manque de candidats. On le voit sur les métiers de la restauration où il y a un manque énorme de candidats aujourd'hui. On le voit sur les métiers des consultants, notamment en recrutement, qui sont extrêmement demandés parce que forcément, avec un marché tendu, un consultant qui connaît bien les outils, qui connaît bien son métier et qui sait analyser la recherche de nouveaux collaborateurs pour ses clients est un métier très tendu aujourd'hui. Et du coup, c'est comment faire rester aujourd'hui les personnes chez vous, les collaborateurs. Et ça, il y a un énorme travail qui a été entrepris par les entreprises sur la formation. Alors, formation à distance, formation sur place. Mais il y a beaucoup de travail. Les sociétés de formation ont été extrêmement, je dirais, mises en avant ces 2 dernières années. Alors, peut-être que le télétravail a participé à cette mise en avant, mais c'est surtout c'était une vraie solution pour garder les collaborateurs, pour les faire grandir, pour leur donner plus de capacité à développer de nouveaux projets, plus de capacité à diriger, je dirais, des équipes ou à se développer sur leur secteur. Nous-mêmes, au sein du groupe, on n'a jamais fait autant de formations que ces 2 dernières années sur le développement commercial, mais aussi sur d'autres sujets selon les souhaits des collaborateurs. Et on a essayé d'intégrer dans notre schéma de progression des questions vraiment sur les besoins des collaborateurs aujourd'hui. Et chacun a eu le droit à un certain nombre de jours de formation pour pouvoir soit s'améliorer sur les techniques avec les différents outils existants, type Excel, enfin les outils Microsoft ou autres, des formations parfois financières, parfois commerciales, parce que ça a donné aussi lieu, ce travail à distance, à beaucoup, je dirais, de questionnements au sein des collaborateurs sur qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on ne changerait pas de travail, est-ce qu'on ne ferait pas autre chose, tout simplement. Et les gens se sont beaucoup questionnés. Et c'est aussi à l'entreprise de les aider, soit à se développer sur le métier sur lequel ils sont, ou un nouveau métier complémentaire ou différent, parce qu'il y a aussi beaucoup de changements de métier, pour pouvoir progresser et avancer dans leur carrière professionnelle. Donc, tout ça est un vaste sujet, mais très perturbant pour les salariés, très perturbant pour les RH et pour les dirigeants, et très perturbant à la fin pour les clients. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez notamment la restauration, qui parfois est obligée de fermer une journée par semaine parce qu'ils n'ont plus le staff en cuisine ou ils n'ont plus le staff en service ou en accueil, c'est alors que le marché, enfin, tout fonctionne assez bien, c'est assez compliqué, mais on le voit dans tous les secteurs, notamment de l'informatique, qui ont été extrêmement éprouvés ces 2 dernières années. Encore faut-il qu'il y ait des informaticiens qui veuillent bouger et qu'il y ait eu des formations pour faire sortir des jeunes informaticiens, en tout cas spécialistes, sur le marché. Et donc, tout ça, c'est un schéma en évolution perpétuelle, mais qui aujourd'hui a du mal à se stabiliser. Et on le voit, nous, avec nos clients tous les jours qui nous appellent, des demandes sur tout type de poste, tout type de niveau, avec des vraies réflexions sur les rémunérations, des vraies réflexions sur les enjeux, je dirais, de partage travail et activité personnelle. Et les entreprises qui n'ont pas passé, je dirais, le pas d'échanger sur le sujet en interne et de se moderniser un petit peu dans leur approche, clairement aujourd'hui, ont du mal à recruter et auront du mal à recruter. Ça, c'est indéniable. Vu que le marché est très tendu et quelqu'un peut être approché, un candidat peut être approché 5, 10, 15 ou 20 fois sur une semaine, ce qui est assez courant pour des candidats sur un certain nombre de postes. Si vous n'avez pas une entreprise qui est un petit peu attirante, qui offre un bon équilibre, des motivations salariales, des motivations sociales, etc., vous êtes sûr de ne pas avoir le candidat et de continuer à chercher pendant des mois et des mois. Donc, il y a une vraie remise en cause nécessaire, un vrai travail d'analyse du besoin, d'analyse du fonctionnement de l'entreprise et de ce qu'on peut apporter à un futur collaborateur pour le faire intégrer dans une entreprise. Est-ce que vous avez des questions? J'ai fait un long monologue, mais le but, c'est que vous ayez aussi quelques questions sur vos spécificités dans vos entreprises ou dans vos secteurs bien particuliers. Moi, j'en ai une question. Ben, effectivement, dans ces entreprises où il y a ces nouveaux talents qui arrivent ou autres, là, et qui travaillent en remote, comme tu l'as dit, et autres, comment on crée le lien? Parce que c'est ça, le lien social. Parce que c'est ça qui fait aussi que les gens restent dans une entreprise. La rémunération, bien entendu, est un point, l'équilibre social, effectivement, et professionnel, mais le lien. Alors, toutes les entreprises qui ont
remis leurs collaborateurs en mode entreprise, donc pas en distanciel, mais en présentiel, créer de plus en plus de jours de présence, entre guillemets, obligatoires à des jours fixes pour être sûr que les personnes se retrouvent les mêmes jours. Parce que il y a 5 jours dans une semaine, si vous avez une centaine de collaborateurs, mais chacun prend le lundi ou le mardi ou le mercredi, vous vous retrouvez, il n'y a jamais plus de 10 personnes en même temps ou 20 personnes en même temps. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, il y a quand même une volonté de l'entreprise d'être flexible, mais aussi d'imposer des choses. Et ce n'est pas de vouloir l'imposer pour embêter tout le monde, hein. C'est l'imposer pour recréer des temps et des moments de partage, des moments d'échange, parce qu'on le sait tous, le meilleur endroit pour partager, échanger, et puis parfois même partager des idées professionnelles, c'est le passage par la machine au café, la machine à café, hein. La machine à café, si elle n'est plus là, on s'intègre moins, on entend moins parler de ce qui se passe à côté, on a moins d'informations, on est moins associé aux autres, et du coup, il y a, en fin de compte, c'est une descente vers la non-communication, vers la désinformation aussi, et vers le manque d'échange, qui après vous dit finalement, qu'est-ce que je fais dans cette entreprise parce que je n'apprends plus rien, je ne parle plus avec personne, autant rester chez moi ou autant aller ailleurs. Donc, je pense que les entreprises sont habituées à travailler différemment et à imposer quand même un rythme qu'il faut un petit peu réguler, parce qu'après 2 ans où ça a été très compliqué d'organiser les plannings des gens et c'était parfois un petit peu dictatorial parce que les enjeux le faisaient. Aujourd'hui, il faut un peu remettre en place un schéma de fonctionnement traditionnel. Parce qu'on ne peut pas tout faire en visio, on ne peut pas tout faire à distance, on ne peut pas tout faire uniquement via une caméra et un micro. Il faut recréer des moments. De la même manière, les entreprises, je dirais, se sont relancées sur des activités de brainstorming, de partage d'informations, de séminaires, quelque part aussi. Nous, on le voit, on a une activité événementielle au sein du groupe. On est extrêmement, en ce moment, dynamique pour des séminaires internes, des séminaires organisés dans des lieux de convention, pour remettre les gens ensemble, tout le monde ensemble, pendant une journée, 2 journées. On refait un point sur les objectifs de l'entreprise, partage d'informations, mise en situation aussi de tout le monde, et puis recréation de petits groupes de management où les personnes puissent de nouveau partager de manière visuelle, personnelle, parce qu'il n'y a quand même rien de mieux aujourd'hui que le partage en one-to-one ou en groupe, mais en mode physique et pas uniquement vidéo. Ça, c'est extrêmement important. Nous, on le voit avec certains clients qui, au début, nous disaient, écoutez, nous, la visio pour les candidats, ça ne nous dérange pas. On leur disait oui, la visio, c'est bien, mais pour un certain nombre de postes, faire des entretiens aussi physiques, c'est extrêmement important pour mieux comprendre les personnes, pour mieux les mettre à l'aise aussi, pour mieux échanger. Et l'échange physique était important. Et nos clients nous disaient, écoutez, bon, pas forcément, nos candidats non plus, d'ailleurs, étaient très contents de faire des visios. On observe depuis quelques mois un peu un retour quand même par nos clients qui nous disent, mais en fin de compte, la visio, c'est bien, mais vous faites vraiment les entretiens physiques, hein, parce qu'on pense que c'est mieux que les entretiens visio. Et les candidats qui sont quand même plus à l'aise aussi en entretien physique pour, je dirais, dynamiser l'entretien, poser les bonnes questions. Puis c'est tout l'entretien, on reste des humains, donc c'est quand même une gestuelle. Quand tu veux dire le contraire, j'arrête pas de bouger, forcément, je suis italien, mais c'est une gestuelle, c'est une attitude, c'est des yeux, c'est un regard, c'est un sourire, c'est des questions. Et on se sent plus à l'aise, on va plus au fond des choses, on pose plus de questions et c'est plus naturel. Donc, le mixte doit être aussi important et on ne peut pas tout faire en visio, on peut en faire une partie, mais réintégrer une partie d'humain dans tout ça est quand même important parce que les RH, le recrutement reste quand même quelque chose qui est humain. Donc, il ne faut pas non plus tout passer en mode digital, mécanique et sans odeur, sans saveur, parce que c'est quand même un petit peu dérangeant pour un métier qui est lié sur justement les attitudes, les sensibilités, les sensations, et puis un partage naturel. Alors, on a une question du chat, et après on aura une question de Monsieur Jérôme Gis. Tout d'abord, question de Fiona Mougenot. Est-ce que vous estimez que l'attrait du télétravail est un point lors du choix d'un candidat et un attrait pour les talents? Alors, je ne sais pas s'il y a une relation entre télétravail et talent ou un effet particulier. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le télétravail sera un critère de choix extrêmement important. C'est-à-dire que celui qui n'est pas rentré dans un schéma de télétravail possible dans une entreprise se coupe une grosse partie des candidats. Ça, c'est certain. Après, il y a des gens qui sont totalement contre le télétravail, tant entreprise que collaborateurs.
nous, on a des équipes plutôt jeunes au bureau. Le télétravail est une option, mais c'est une option pas forcément très demandée, voire pas demandée. Les équipes préfèrent largement être au bureau qu'être en télétravail parce que c'est une façon de travailler en équipe qui leur convient bien. Donc, ça dépend, je dirais, des secteurs et ça dépend du fonctionnement des équipes, de la juniorité ou seniorité des équipes aussi. Mais le point clé, c'est que le télétravail doit rentrer dans un critère de recrutement aujourd'hui parce qu'on se couperait beaucoup de profils à ne pas le proposer, en tout cas l'intégrer dans la vie au travail et dans la vie professionnelle, en tout cas d'un nouveau collaborateur. Merci. Monsieur Jérôme Gis, si vous voulez prendre la parole pour poser votre question, vous pouvez directement la poser. Oui, merci. Merci beaucoup à tous. Donc, moi, je suis interpellé par donc cette tension dans le monde du travail, dans vos recrutements, et par rapport à ce que vous avez dit quant à la non-qualification de beaucoup de vos réponses en termes de formation, j'imagine. Alors, c'est un thème qu'on n'avait pas encore abordé, mais quid de l'emploi des seniors, donc qui ont une expérience importante, mais qui ne correspond pas forcément à ce que vous recherchez, alors que ceux-ci ont sans doute dans leur expérience touché à un ou plusieurs points dans le profil que vous recherchez. Et par ailleurs, les seniors d'aujourd'hui sont, alors je ne sais pas, il y a la caricature du senior qui n'est pas recyclable, entre guillemets, mais je crois que le senior d'aujourd'hui est quand même beaucoup plus agile qu'autrefois. Est-ce que vous pouvez imaginer que les employeurs auraient une appétence pour les cadres seniors qui, pour l'heure, d'après les conversations que j'ai eues avec d'autres personnes dans ma classe d'âge, puisque j'ai 59 ans, le fait euh, faire de répondre de faire acte de candidature, hein, aujourd'hui est un parcours du combattant puisque bien évidemment, on ne correspond pas pile poil à la description qui est faite dans l'offre d'emploi. Voilà, je vais m'arrêter ici. Alors, du coup, moi, je trouve que c'est plutôt une période qui pourrait donner plus de chance quelque part aux seniors qu'en période entre guillemets, de plein emploi avec beaucoup de profils qui postulent, qui sont intéressants et qui veulent bouger. Pourquoi? Parce que finalement, les seniors sont peut-être plus flexibles et moins liés aux tendances du moment, de se dire voilà, c'est le télétravail, parce qu'ils ont déjà une expérience, ils ont vécu avec je dirais 25, 30 ans, voire plus d'activité professionnelle. Donc, un acquis, une connaissance du marché, une flexibilité aussi dans leur façon de penser, beaucoup plus peut-être, je dirais, ouverte qu'un jeune collaborateur qui rentre dans une entreprise ou qui cherche un emploi aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la tension du marché fait que c'est aussi une opportunité de faire rentrer sur un poste quelqu'un qui est disponible, quelqu'un qui a plus de compétences techniques autour d'un certain nombre de métiers et quelqu'un qui aura moins de volte-face qu'un jeune embauché, comme on a le cas aujourd'hui, où on est quand même sur un marché de pénurie, donc un marché d'opportunisme. Et quand il y a un marché d'opportunisme, ben, on aime bien, comme dans certaines sociétés, stabiliser, avoir des piliers. Et avoir des piliers, c'est bien d'avoir des personnes avec un peu plus, je dirais, de compétences, un peu plus d'historique et un peu plus de seniorité. Donc, je pense que ça pourrait être utilisé comme un bon argument aujourd'hui de recrutement, mais même de la part d'un senior qui postule, de véhiculer dans son processus de recrutement ces arguments-là qui sont des arguments factuels, construits, sécurisants et rassurants pour une entreprise. Et ça, c'est quand même des points qu'il faut utiliser et qu'à mon sens, une entreprise ne sera pas totalement contre et au contraire, plutôt ouverte à cette stabilité dont on a besoin. Est-ce que j'ai répondu en partie à la question? Oui, mais pour l'instant, l'expérience de gens que j'ai sondés sur ce sujet pour l'instant va à l'encontre de ce que vous dites. Mais bon, j'espère que les sociétés vont s'ouvrir à
cette poche d'expérience qui, pour l'heure, me semble très, très sous-exploitée? Je dirais que ça passe par deux leviers, hein. Il y a le levier de l'entreprise qui veut recruter, qui doit y être sensibilisé, c'est important, mais il ne faut pas oublier le rôle clé des sociétés de recrutement comme la nôtre, qui doivent être aujourd'hui des vrais conseillers et des vrais apporteurs de solutions et d'idées. Il n'y a rien de mieux que de parler avec un client, enfin, nous en tant qu'entreprise de recrutement, et de pouvoir lui conseiller sur certaines choses, de lui donner une tendance de marché, de lui donner des éléments factuels concrets et essayer d'apporter, je dirais, un peu notre pierre à l'édifice, ou en tout cas de donner le bon conseil. Et ça, c'est vrai que c'est donnant-donnant, parce que les clients aujourd'hui qui recherchent, s'ils mandatent une société de recrutement comme la nôtre, ce n'est pas uniquement pour faire le recrutement, merci, au revoir, tout se passe bien, et puis ça s'arrête là. Ils attendent aussi de notre part, en tout cas pour nos clients, pour la plupart de nos clients, des informations marché, du conseil, et un peu plus que le simple CV que l'on envoie en disant mais rencontrez-le, ce type-là est bien. Et d'ailleurs, c'est notre travail d'aller plus loin, de proposer des choses, de prendre des risques aussi, parce que le but, c'est de savoir prendre des paris et de prendre des risques. Mais pour ça, il faut que vous ayez une entreprise en face de vous qui ait confiance et qui sache que par le passé, vous avez fait des bons recrutements, vous avez su positionner les bonnes personnes pour les bonnes raisons. Et le rôle d'un consultant en recrutement et du lien consultant-entreprise, il doit aussi il doit aussi tenir compte de ce genre de choses. Donc, il y a un travail, non seulement de l'entreprise, mais des sociétés de conseil en recrutement auprès… Il est 9 heures. C'est moi, excusez-moi. C'est bon. Je vous remercie. Merci. On a une autre question du chat de la part de Jonathan. Il n'y a pas de nom de famille spécifié. Est-ce que la notion d'engagement est toujours une préoccupation chez vos clients, notamment parmi les nouvelles recrues, j'imagine, comme vous l'avez un peu abordé? Merci. Oui, oui, bien sûr. Alors, encore faut-il pouvoir le mettre en place parce que c'est pas facile à distance. D'où cette nécessité de recréer des moments forts. C'est aujourd'hui un peu la clé, c'est de travailler sur ce schéma d'engagement d'une personne au sein d'une société. Il faut lui donner les moyens de le faire déjà. Il faut la motiver il faut l'accompagner et il faut mettre en tout cas les nouveaux embauchés ou les nouveaux collaborateurs au milieu d'un schéma comme on l'avait auparavant. Donc, le télétravail et le Covid qui a donné le travail ne va pas non plus tout changer à la vie de l'entreprise. Elle a modifié certaines choses. Mais il ne faut pas se dire, bon, ben voilà, maintenant c'est une nouvelle donne, on casse tout, puis on essaie de travailler différemment. On peut adapter, mais il faut quand même revenir sur des bases un peu simples et des bases logiques de bon sens. Intégrer une personne, ben, c'est l'aider à s'intégrer, partager son intégration avec les autres personnes, la motiver, lui donner tous les éléments pour qu'elle puisse s'engager avec l'entreprise, avec ses collègues et avec les différents types de management qu'elle peut avoir. Donc, il y a un énorme travail de la société qui, je pense, a été mis en place par les DRH de beaucoup de sociétés ces 2 dernières années, qui n'ont jamais été aussi, je dirais, demandés que les années d'avant, parce que nous, on travaille beaucoup avec des DRH de différents types de sociétés. Je pense que c'est probablement les personnes qui ont eu le plus de travail ces 2 dernières années avec la finance. Alors, je ne fais pas d'amalgame, mais c'est 2 fonctions qui ont été extrêmement chahutées. Une, parce qu'il a fallu en 24 heures parfois mettre tout le monde au télétravail, puis après les faire revenir, puis changer, et puis faire les plans de formation, et puis tout adapter. Et il a fallu une flexibilité hors pair, extrêmement, je dirais, fatigante pour beaucoup, qui ont eu des journées parfois de 14 à 16 heures pour pouvoir gérer l'ensemble de leurs équipes. Et de l'autre côté, la côté finance aussi, où les financiers ont eu énormément de travail parce que vous avez bien vu effectivement le manque de business dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc, ça a nécessité une vraie flexibilité financière, analyse financière, un suivi financier pointu pour éviter le pire et le drame dans certaines entreprises. Merci beaucoup. D'autres questions? Là, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Alors, je n'ai pas de question à proprement dit, mais par rapport à la flexibilité et au management hybride, on va dire, il y a beaucoup de tendances d'entreprises, en tout cas, qui réfléchissent à faire vraiment du sur-mesure en entreprise en fonction des catégories socio-professionnelles. C'est-à-dire qu'on va proposer du télétravail beaucoup plus
plus de télétravail effectivement à une personne qui aura des enfants, qui aura besoin d'équilibre privé, enfin, professionnel et personnel. Et puis effectivement, on a des personnes qui vont être plus à dire bah non, mais moi je veux venir souvent au travail parce qu'ils sont plus juniors et ont besoin de venir tout le temps au travail pour créer ce lien. Donc les entreprises aujourd'hui doivent vraiment être très flexibles et limite faire à la carte pour chacune des catégories. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, ce qui est important aussi, c'est de réfléchir à ce qu'on fait quand on est au bureau seul, quand on est au bureau en équipe, quand on est à la maison tout seul et quand on est à la maison en équipe. Et ça, c'est super important, effectivement, que le management se positionne là-dessus. Donc ça, c'est une tendance qui est assez importante. Et puis l'autre tendance aussi que moi, je retrouve en tant que DRH indépendante, c'est le lien entre l'autonomie et la flexibilité, et l'autonomie et la confiance. Et ça, c'est très important parce que les managers aujourd'hui pensent que les collaborateurs peuvent être autonomes ou pas autonomes, alors qu'en fait, l'autonomie, c'est vraiment un cycle. Et ce cycle, en fait, est important de repositionner chacun des collaborateurs en disant « t'en es où, toi, dans ton autonomie, comment moi, je l'évalue en tant que manager ?» Et puis après, l'idée de se dire ok, toi, tu es moyennement autonome. L'idée, c'est de t'emmener vers une grande autonomie. Et par rapport à cette autonomie, eh bien, tu passeras peut-être un peu plus de temps au bureau pour justement arriver à cette autonomie. Ou toi qui es très autonome, dis-moi comment tu veux fonctionner. Donc, tout ne dépend pas que de l'entreprise ou que du collaborateur, mais vraiment quelque chose de plus d'ensemble, de réflexion qu'on n'avait pas avant. En fait, avant, c'était tout le monde au bureau. On ne se posait pas la question d'autonomie, de l'engagement, des valeurs, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment des questions de fond qui font que le travail se fait différemment. Voilà, par rapport à ces différents… Ce qu'on disait, c'est que le rôle de l'échange régulier, du retour je dirais, des réunions d'équipe, des échanges d'équipe en physique, mais aussi, bien entendu, en distanciel, est clé pour le bon fonctionnement aujourd'hui. Et autant il y a 2 ans, je pense que beaucoup de sociétés n'étaient pas prêtes au télétravail et pensaient que, effectivement, quand on était en télétravail, on ne travaillait pas vraiment, on était chez soi, bon, on faisait sa journée. Alors, sur le mercredi, il y a les enfants, le vendredi, on part en week-end, le lundi, on revient le week-end. C'était un petit peu en France. En France, c'est des habitudes qui sont un petit peu lointaines encore, tout ça, qui étaient lointaines il y a 2 ans. On manquait de confiance, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est acté que ce schéma peut fonctionner, mais il ne faut pas prendre non plus la piste inverse, de dire maintenant, c'est intégré, c'est fait, donc bon, on sait qu'on peut avoir confiance, tout va bien se passer, parce que la confiance n'exclut pas, je dirais, le contrôle, et ça veut dire créer comme des moments, créer des deadlines, créer des temps forts pour que tout le monde se sente aussi motivé. Dans une entreprise, il y a des personnes qu'il faut tirer un petit peu, même si elles sont brillantes, compétentes, etc. Le fait d'être à distance, on n'est pas dans un univers où on est challengé, on est moins dans un univers où on est dans un échange, moins dans l'univers où on a la priorité dans la minute parce que vous recevez un petit coup de fil de votre collègue qui passe dans le bureau, qui fait « tiens, il faut ça pour ce soir, il y a une grosse réunion de crise demain, il faut le préparer ». On a moins ça quand on est en distanciel. Et ça, c'est des choses qu'il faut essayer de recréer et qu'il faut il faut garder en tête parce que sinon, vous perdez le lien avec et vos collègues et avec vos engagements et avec les deadlines quelque part. Et ça, il faut y faire attention. Je voulais revenir sur un point où on parlait de garder ces équipes. Pour vous dire que les gens aujourd'hui ne veulent pas changer et sont très peu en recherche d'emploi, en tout cas très dur à motiver à changer de poste. On n'a jamais eu autant affaire à des candidats à qui on a fait des propositions pour des postes qui ont été derrière récupérés par leur entreprise avec des augmentations de 5, 10, 15, 20, 30% pour éviter de les perdre. Ce qu'on n'a jamais eu avant, autant en tout cas. Pourquoi? Parce que perdre un collaborateur aujourd'hui, ça coûte très très cher parce que le temps d'en embaucher un nouveau, le temps où pendant la période de départ ou de préavis, le collaborateur est souvent un petit peu moins, je dirais, dans son job, en tout cas sur la fin, que quand il y est de manière naturelle, que le temps d'embaucher la nouvelle personne, le temps de former la nouvelle personne, tout ça, c'est entre 3 et 6 mois. Et quand on voit le coût d'un collaborateur, si on parle vraiment d'un point de vue financier, et en laissant de côté pour l'instant la partie intégration sociale, etc., finalement, 15 ou 20% d'augmentation, ce n'est pas très cher payé, même si ça, du coup, ça crée un marché
qui n'est pas un vrai marché de rémunération dans une entreprise. Mais aujourd'hui, on le voit, je dirais pas un candidat sur deux, mais un candidat sur trois nous dit mais finalement, je vais rester parce que mon entreprise m'a fait une contre-proposition, voire deux contre-propositions pour rester chez nous. Et ça, c'est aussi très compliqué en ce moment parce que ça tend encore plus le marché d'un point de vue, je dirais, de rapidité pour trouver un candidat. Et ça tend encore plus le marché au niveau de la rémunération. Parce qu'on se retrouve avec des postes qui sont parfois surévalués, je pèse mes mots, de 15 à 20, voire 30% par rapport à la rémunération classique que l'on devrait avoir pour le poste. Ce qui derrière crée aussi des problèmes parce que quand vous embauchez quelqu'un et que vous le faites venir chez vous, il vous a coûté 20% de plus que ce que vous avez prévu, les frais d'une entreprise de recrutement, parce qu'il faut bien qu'on vive, tout ça cumulé, vous avez des attentes de votre nouveau collaborateur qui sont extrêmement élevées. Et attention aussi à ne pas vous dire finalement, on le paye 20% de plus, donc on attend 20% de compétences en plus. Ça, c'est faux. Quand on paye quelqu'un 20% de plus parce qu'on est dans l'urgence, on en a besoin, parce que c'est une priorité pour l'entreprise, mais il ne sera pas plus compétent parce que vous le payez plus. Ça, c'est une hérésie. Donc, il faut aussi faire attention, notamment de la part du management et des RH, de savoir qu'on a quelqu'un, que ce n'est pas une question de rémunération qui est égale à une compétence, mais c'est une question de loi du marché qui est comme ça. Donc, attention aussi aux qualifications que vous allez prendre pour un certain nombre de postes, de ne pas penser que c'est la shining star parce que vous la payez un peu plus cher. C'est juste que le marché est comme ça aujourd'hui, mais son niveau de compétence pourra évoluer avec des formations, pourra évoluer avec un bon management, pourra évoluer avec les projets qui lui seront confiés, mais ne seront pas aujourd'hui, la personne ne sera pas plus qualifiée que ce que vous pensez. C'est des points, parfois les entreprises se fourvoient un petit peu, parce que rémunération égale compétence. Ben, pas toujours finalement, enfin même pas souvent. Donc il faut y faire bien attention, parce que le degré d'attente peut être très différent entre le collaborateur et le manager et peut arriver sur un conflit. Et là, on repart sur un schéma de fin de contrat, de réembauche, et on est reparti pour 3 à 4 mois, ce qui n'arrange personne et qui crée en plus un déficit un peu social auprès des collaborateurs qui pourraient se voir demander de sortir de l'entreprise. Oui, tout à fait. Et pour le coup, ce qui est un peu antinomique avec ce qu'on voit aussi sur le marché, qui est que la rémunération n'est plus la motivation principale. C'est-à-dire qu'on va, on va dire à un collaborateur, OK, tu restes chez nous, on va t'augmenter. Ça va le satisfaire 1 mois, 2 mois. Et derrière, il va dire, oui, mais en fait, c'est pas ça que je cherchais en fin de compte. Je cherchais plus de sens dans mon travail, je cherchais plus des valeurs de l'entreprise. Et en fin de compte, de toute façon, il partira quand même parce que ce n'est pas ça qu'il cherchait. Il se posait des questions et je pense que ce qui est important dans ces cas-là, c'est à nouveau la responsabilité des RH, je trouve, c'est d'accompagner le collaborateur sur sa réflexion. En fait, au lieu de se dire mettez du cash sur la table, je suis désolée, je suis un peu cash moi aussi, mettez du cash sur la table et je vais rester. Non, c'est pas ça, c'est dire à un moment, tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que justement on cherche à te former sur autre chose parce que tu as envie d'autre chose? Est-ce que c'est plus de l'engagement ou est-ce que c'est plus un équilibre personnel, professionnel et on en fait quoi en fait? Et c'est ça qui est important pour moi dans la fonction RH, cet accompagnement pour rester ou peut-être pour partir. L'onboarding pour moi est tout aussi important que l'offboarding. À un moment de dire, oui, on va se séparer parce que tu es plus motivé, tu es plus engagé et tu cherches autre chose. Je pense que c'est important. Donc, pour moi, la partie rémunération, la partie augmentation, ça va marcher 1 mois, 2 mois. Et puis derrière, ça va créer plus de problèmes parce que derrière, il y aura d'autres collaborateurs qui vont dire tiens, il y a Jean-Charles à côté, il a eu 20% d'augmentation et moi aussi, je veux 20% d'augmentation. Oui, mais sauf que je ne peux pas. Et derrière, ça va créer, ça va faire boule de neige et ça peut être difficile. Donc, effectivement, il y a à faire attention à cette partie de rémunération qui ne correspond pas effectivement à l'expertise, à la technicité ou à la compétence. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Moi, si j'avais des conseils à donner à toutes les petites images que je vois en face là, sur notre écran, c'est avant tout, parce qu'on est sur un monde de l'emploi qui est très tendu, et ça va aller à l'encontre de mon activité, mais faites en sorte de garder vos équipes et de les motiver, parce que c'est toujours plus facile que d'aller en chercher d'autres, ça c'est certain. De bien travailler sur le fond,
de la formation, de l'intégration des équipes, du partage d'informations pour que les personnes se sentent vraiment totalement dans un schéma d'appartenance à l'entreprise et pas trop lointain parce qu'il y a du télétravail. Ça, c'est important. Je pense qu'il est important aussi avec les équipes RH de travailler sur un plan clairement d'animation des équipes et un plan, je dirais, de retour à une vie normale dans l'entreprise pour que les équipes y soient bien motivées, valorisées et qu'elles y voient déjà leurs prochaines étapes ou de carrière, ou en tout cas de projet, si l'entreprise travaille en mode projet. Donc, il y a un vrai travail de fond sur comment fidéliser vos équipes, vos collaborateurs, les faire grandir et leur donner une vraie vision, c'est ce qui manque souvent dans l'entreprise, la vision de ce qui va se passer demain, de ce qui va se passer après-demain et de ce qui va se passer après-après-demain. Et ça, c'est très important aujourd'hui pour les collaborateurs d'être inclus dans le process de l'avenir et de pouvoir ou intervenir, ou en tout cas de s'y sentir vraiment totalement intégré. Le deuxième point, c'est effectivement revoir les politiques de rémunération, clairement. Il y a un enjeu là-dessus. Si vous avez, en tant que DRH, des équipes où vous sentez que c'est un peu tendu, travailler sur des schémas, alors selon les types de métiers, ou de primes, ou d'avantages divers et variés, ou d'augmentation de rémunération lors des entretiens annuels qui sont obligatoires aujourd'hui, c'est important d'y penser et parfois, une petite augmentation ou un bonus peut avoir un effet extrêmement fort sur la reconnaissance et vous permettre à quelqu'un de rempiler pour 12 à 18 mois et par le temps qui court, ce n'est pas plus mal. Le dernier point, je dirais, c'est de travailler main dans la main avec les managers, parce qu'on parle souvent là, de personnes que l'on embauche, etc., de collaborateurs, mais il y a un vrai rôle d'accompagnement des managers avec leurs équipes. Parce que le manager, c'est celui qui va dynamiser, c'est celui qui va créer le lien normalement, c'est celui qui va driver une équipe. Et ça, c'est important de les remettre au centre, je dirais, de l'activité sociale dans l'entreprise pour qu'ils puissent partager avec leurs équipes, recréer un vrai lien qui a été un petit peu perdu ces 2 dernières années, malgré les visios, malgré les Teams, malgré tout ce que l'on a pu faire et vivre pendant 2 ans. Il faut recréer un petit peu de dynamisme social, dynamisme interne à l'entreprise. Et ça, je pense qu'il faut que les entreprises continuent à investir sur ces sujets-là. Après, en dernière mesure, appelez-moi, je pourrais toujours vous aider à recruter, j'en serais ravi, comme on le fait avec beaucoup de clients qui sont autour de la table. Mais je dirais, la première étape, c'est vraiment de garder ces équipes et de les motiver à rester. Et ça, c'est un point important pour la poursuite d'une activité sereine et saine au sein d'une entreprise, avec des vraies valeurs de fonctionnement. Et ça permettra, ce fonctionnement-là, d'attirer plus de talents. Parce qu'une entreprise n'est jamais aussi sexy pour un collaborateur que quand les collaborateurs, ou en tout cas les personnes qui viennent passer des entretiens, ou entendent parler aussi qu'on y est bien, que c'est une entreprise de qualité, où il y a des valeurs humaines, où il y a un fonctionnement qui est efficace, où il y a des managers qui sont investis et qui partagent. Et ça, on le voit dans les candidats que l'on rencontre régulièrement. Ils nous demandent souvent un certain nombre de points sur l'entreprise, sur son fonctionnement, et ils vont se renseigner. N'oublions pas qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous allez regarder sur telle ou telle société comment elle est notée, puis vous regardez un peu les commentaires, et puis vous dites finalement, là, ces 2 sociétés-là, je n'irai jamais mettre les pieds là-bas parce que ce n'est pas du tout ma façon de travailler, je ne m'y plairai pas. Alors, ça se trouve, c'est juste une image que l'entreprise a, et parfois c'est le cas d'ailleurs, même souvent. Mais entre-temps, les collaborateurs que vous voulez embaucher, ils ne viennent pas chez vous parce que vous avez une image sur les réseaux sociaux qui n'est pas très bonne. Et ça, c'est aussi un vrai travail de fond pour l'entreprise, de travailler son image et ce qu'elle reflète auprès de l'extérieur et auprès des nouveaux collaborateurs qui souhaiteraient intégrer. Moi, j'aurais une question. Oui. En tant que jeune qui rentre dans le marché du travail, qu'est-ce que le terme de talent vient changer en fait dans la relation employeur-employé? Qu'est-ce que ça implique en fait pour les personnes qui vont du coup devoir adapter leur profil? Est-ce qu'on va être plus sur des soft skills que des hard skills? Qu'est-ce que ce changement de terminologie il apporte en fait dans les ressources humaines? Talent, ça veut tout et rien dire. Bon, parce que le talent, c'est pour ça que c'est le talent. Enfin, qu'est-ce que c'est que le talent? Quand on est artiste, le talent, oui,
là, j'entends qu'on est artiste, le talent, c'est quelque chose de très unique. Le talent, quand on est jeune diplômé, qu'on arrive sur le marché du travail et qu'on a un diplôme en poche et on peut être très bon technicien, dire qu'on a du talent, ok, c'est sympa de l'entendre, mais à part ça ne veut pas dire grand-chose. Pour moi, c'est quels sont justement les skills qui sont soft ou pas sur alors, la technicité, et ça, il n'y a pas de secret. Avoir une vraie technicité dans une entreprise, c'est important. Quand ça dépend des postes. Mais après, c'est tout l'à côté. Et tout l'à côté, on l'apprend, je dirais, dans les premières années de carrière, en rencontrant ses clients, en rencontrant ses collègues, en affrontant des projets compliqués et des projets plus faciles. Et puis, en sortant un petit peu du lot, en ayant toujours un mot que je donne à toutes mes équipes et à beaucoup de nos clients, il faut essayer de retrouver un peu de bon sens dans tout ça. On manque souvent de bon sens dans l'entreprise, ce qui est assez embêtant quand même parce que c'est un peu la base. Mais c'est faire les choses simplement, les penser intelligemment, je dirais faire participer les équipes à tout ça pour pouvoir aussi trouver des bonnes idées, brainstormer avec les équipes pour avoir un peu plus d'informations et faire participer tout ce qui est, je dirais, jeunes embauchés, même dans des réunions, c'est ce que font beaucoup d'entreprises aujourd'hui, hein, des réunions de direction, des COMEX un peu élargis, pour avoir une vision un peu plus récente, un peu plus neuve, un peu plus moderne, un peu plus dynamique parfois aussi, sans avoir uniquement les mêmes personnes. Ce qui est important, il y en a beaucoup de sociétés qui l'ont fait ces derniers temps, ont renouvelé un petit peu leurs équipes alors pas de management direct, mais de COMEX, en élargissant un petit peu leur COMEX pour avoir des idées nouvelles et pour intégrer des réflexions différentes. Et c'est vrai qu'il n'est pas idiot de faire rentrer parfois des réflexions de quelqu'un qui a un aspect plus financier ou un aspect plus marketing ou un aspect plus je dirais, nouveaux médias, en tout cas social media, parce que ça donne une dynamique que pas tout le monde aujourd'hui a en tête et ça permet de développer un peu les choses. Mais ouais, avoir un peu de bon sens, en tout cas quand on est jeune diplômé, c'est je pense la valeur la plus simple pour se démarquer et démontrer qu'on a un peu les pieds sur terre et qu'on va apporter des choses dans l'entreprise. Très bien, merci. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de travailler en co-responsabilité, c'est-à-dire qu'on était sur des entreprises un peu clichés où effectivement l'entreprise faisait et développait le collaborateur, lui faisait des formations. Si le collaborateur était intéressé, faisait des formations ou allait voir les RH pour dire bah, « tiens, moi j'aimerais bien faire une formation », ou un peu planqué, restait devant son ordinateur, se disait « tout va bien », puis à un moment disait « ouais, mais l'entreprise ne m'aide pas à me développer ». Et l'idée aujourd'hui, enfin en tout cas moi en tant à nouveau dans mon métier de DRH, c'est quand je parle aux collaborateurs, que ce soit des collaborateurs juniors ou plus matures, c'est de leur dire bien, on travaille en co-responsabilité. Si tu veux quelque chose, viens nous voir. Après, moi je vais t'aider, on va t'aider, on va orienter, etc. Mais c'est toi qui sais ce que tu veux faire. Avant que l'entreprise te dise ce que tu as à faire, c'est toi. Donc c'est vraiment en co-responsabilité. De dire, bah voilà, on peut à la limite brainstormer ensemble sur les formations que tu as envie de faire, sur ce que tu veux, comment tu veux te développer, mais vraiment, ça c'est important, cette co-responsabilité. Et puis par rapport au talent, c'est une vraie mode en fait, clairement. Je mets un peu les pieds dans le plat, mais c'est l'idée, c'est effectivement éviter de parler de candidats et de dire des talents. Des talents, on en a tous des talents. Elle venait de là, ma question. Non, mais c'est ça, c'est qu'effectivement, des talents, on en a tous. Maintenant, je pense que c'est aussi peut-être symptomatique d'un changement de focal dans le sens où on est plus sur une attente personnalisée. Il y a un rapport un peu plus humain qui est renforcé. Donc, je pense que peut-être ça se traduit un peu comme ça. Autrefois, on parlait des élites. Maintenant, on n'est pas sur talent. Oui, tout à fait. Et puis voilà, et c'est après, c'est effectivement, c'est dire qu'est-ce qu'on met derrière. Est-ce qu'on met des hard skills ou des soft skills? Les hard skills, on en a toujours besoin. Maintenant, les soft skills, effectivement, du bon sens. Je pense que par rapport à des personnes qui rentrent sur le marché du travail, c'est et je vais être probablement très vieux jeu quand je vais dire ça, mais ça me va bien aussi. C'est de vouloir bosser en fait. Oui, parce qu'on parle pas beaucoup de travail quand on parle. Mais oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est à un moment, et moi, c'est ce que je dis à nouveau aux jeunes embauchés, c'est en début de carrière professionnelle qu'on va acquérir justement les hard skills, que l'entreprise va pouvoir développer cette partie-là et à ces personnes-là de dire, OK, moi j'y vais, je retrousse mes manches et j'y vais pour bosser, pour
avoir un maximum de compétences que derrière, je pourrais utiliser quand je serai plus senior. Voilà. Et puis les talents, c'est les compétences que tu mets à disposition de l'entreprise, en fait, parce que tu peux être bon en social media, par exemple, et puis pas bon tout à fait en comptabilité. Donc, en fait, ce sont aussi ce que tu as appris, les outils qu'on t'a donnés à l'école et ceux que tu vas pouvoir exploiter dans une entreprise. C'est ça qui va. On va continuer à apprendre pendant toute la carrière professionnelle. Ouais. Et il y a une autre chose aussi qui est très différente, c'est, je pense, et là on rentre plutôt avec les anglo-saxons. Je dirais que les anglo-saxons, ils ont 3 ans d'études générales, enfin voilà, et ils rentrent dans une entreprise et ils sont formés tout au long de la vie dans l'entreprise. C'est ça. Nous, en France, on essaye de faire de longues carrières universitaires et après de rentrer dans l'entreprise et on se dit on est formé pour la vie. Et alors ça, c'est un vrai tort. Parce que je pense qu'il faut mieux faire les études qu'on a envie de faire par rapport au métier qu'on a envie de faire, mais pas non plus en faire trop, parce que je pense qu'en fait, aujourd'hui, on est sur des changements de compétences et de skills, il faut une agilité aujourd'hui, qu'il est mieux de se former tout au long de la vie. Parce qu'on acquiert des compétences, mais on acquiert aussi en fonction de ce qu'on a envie de faire. Et puis comme ça nous permet d'être plus agile, de bouger plus facilement. Voilà. Et c'est ça aussi, je crois, l'équilibre entre la vie sociale et la vie professionnelle. C'est de faire, on fait plus aujourd'hui un métier alimentaire, comme on l'a fait il y a 20-30 ans, mais on fait un métier parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on est motivé, et par rapport à cette motivation, on va effectivement faire sa carrière. Puis la carrière, aujourd'hui, elle ne se fait pas forcément. Je parle pas pour moi, là. Elle ne se fait pas forcément dans une société, elle se peut faire dans plusieurs sociétés, elle peut rebondir. Là, je vois... il y a Nicolas Rivière qui est changé de la banque chez PwC et qui s'occupe toujours de la banque, mais qui avait une formation. Il y a Jérôme, par exemple, qui lui aujourd'hui est surbordeuse et qui en fait développe tout ce qui est interculturel et aider les entreprises à mieux travailler avec leurs équipes. Donc on a d'autres carrières, mais ce qu'on a acquis avant va nous servir justement à se développer soi-même et à faire ce qu'on a envie de faire. On a une autre question de Françoise Moru qui demande « Que fait-on de la règle travail égal, salaire égal ?» Il ne faut pas lire le champ pour ça. Non, travail égal, salaire égal, je ne sais pas si c'est une question à laquelle on peut répondre en 10 secondes, mais parce que c'est un problème de fond beaucoup plus assez large. Je pense qu'aujourd'hui, la règle est un petit peu compliquée parce que sur un marché pénurique comme on est en ce moment, sur un marché extrêmement tendu, il y a moins de règles parce qu'il y a des surenchères, il y a des besoins, il y a des urgences dans les sociétés. Donc, côté société, côté salarié, il y a aussi du coup la négo. Et après, je veux dire, il y a des gens qui ont une force de travail différente que d'autres. Hein. C'est un acquis, c'est tout. Il y a des personnes qui savent mieux négocier que d'autres aussi et qui réussissent à avoir une REM supérieure ou des objectifs différents ou des variables supérieures, etc. Donc, et d'autant plus en ce moment. Et c'est une période où quand on manque un peu de stabilité, on est sous pression et on est dans l'urgence, les règles ont tendance un petit peu à disparaître et à s'adapter quelque part à ceux qui savent mieux négocier et aux sociétés dans lesquelles les sociétés sont plus en difficulté et du coup sont prêtes à donner plus. Nous, on le voit dernièrement sur les cabinets d'avocats notamment où il y a eu beaucoup de besoins, les rémunérations parfois s'envolaient sur des postes similaires, des âges similaires, des sexes masculins, féminins, enfin, en tout cas comparatifs identiques, des écarts de 20, 30, 30% sans aucun problème. Mais parce que pression sur une société, quand on voit qu'il y a des sociétés en ce moment qui sont en train de refuser des projets, notamment dans l'événementiel, parce qu'elles n'ont pas assez de staff pour répondre positivement, quand on voit qu'on a des grands traiteurs parisiens qui parfois ne peuvent pas répondre aux demandes de clients parce qu'elles ne peuvent pas faire le service en salle, c'est une réalité. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Soit vous annulez, et vous dites c'est contre votre business. Vous dites écoutez, je ne peux pas faire, je n'ai pas les compétences, vous n'avez pas en tout cas le monde.
soit vous vous dites, ben, je vais surpayer les gens, parce que ou je vais les payer plus, en tout cas parce que j'ai un degré d'urgence. Mais ça, c'est la loi de l'offre et la demande basique qui nous tient depuis des dizaines d'années. Hein. Donc, ce n'est pas anodin, hein, mais en même temps, il faut l'intégrer dans son schéma de travail. Mais en tout cas, ce n'est pas une période où c'est très facile à mettre en place au sein des entreprises, parce qu'on est sur une période compliquée et de forte je dirais, pression au sein des entreprises sur le marché du travail, en tout cas. Merci. On a une remarque de Fiona Mougenou qui précise qu'à titre personnel, ayant eu des postes grâce à GR il y a plus de 30 ans, elle a pu faire une transition d'assistante de direction à un véritable métier dans la mobilité internationale. Ah, Et donc, voilà, c'est des exemples qu'on avait. Moi, il y a 30 ans, je n'étais pas là, mais en tout cas, c'est des exemples qu'on a régulièrement, parce qu'il y a rarement, je ne peux pas faire la promotion de GR, mais je sais qu'il y a 40 ans dans les ressources humaines aujourd'hui, un historique qui est assez intéressant parce qu'on a beaucoup d'exemples de personnes qui ont commencé en intérim, parce que historiquement, GR était une société d'intérim il y a 41 ans, et qui était une société où c'était une entrée dans le marché de l'emploi via des contrats d'intérim, et qui aujourd'hui sont soit office manager, soit secrétaires généraux, soit des postes de finance, de RH, où on fait des changements aussi de carrière. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir ces évolutions-là, notamment pour une société dans les ressources humaines qui a accompagné à un certain moment de sa carrière. J'ai encore croisé il y a une semaine quelqu'un qui est dans une société parisienne assez grosse, qui je vante les mérites de GR, et qui me dit, mais je vous connais, c'est pas la peine, il y a 30 ans, j'ai commencé en intérim chez vous. Je dis, bon, ben voilà. Est-ce que vous avez une bonne expérience? Moi, elle me dit, super, et on va faire des contrats avec vous parce qu'on était à l'époque très bien, et donc on va continuer. Donc c'est rassurant de voir qu'il y a quand même aussi une longévité dans le process de suivi des candidats, des collaborateurs. Et c'est là où donner une bonne image en tant qu'entreprise pour nous, mais pour toutes les personnes qui sont là avec nous, l'image que vous donnez de votre société, c'est ce qui va permettre de faire rentrer des contrats d'un côté, mais aussi des nouveaux collaborateurs qui vont venir chez vous parce qu'elles ont entendu en bien de votre entreprise, parce qu'on s'y sent bien et parce qu'il y a un avenir qui est plutôt intéressant à construire toujours ensemble. Et le mot « ensemble » n'est pas un mot qu'il faut sous-peser dans l'intégration de quelqu'un au sein de l'entreprise. Voilà. Ben, je crois qu'on va… Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je crois que Stéphane a donné le mot de la fin. J'ai essayé. Grâce à Fiona. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie Stéphane. Un grand merci pour cet éclairage que je pense a été très utile à tout le monde ce matin. Un grand merci à vous tous d'avoir participé à cet événement hybride. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve, je l'espère, jeudi matin à 8h15 avec le général Jean-Paul Paloméros qui viendra nous parler, qui sera interviewé par notre président sur justement la difficulté, comment les entreprises doivent anticiper des décisions peut-être en temps de crise comme l'Ukraine. Voilà. Et puis après, on a un autre événement dans la même matinée sur tout ce qui est litigation en Grande-Bretagne. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à jeudi.